Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon 7e épisode de podcast tricot. Alors je me représente rapidement, je m'appelle Léa, j'habite actuellement en Islande, donc où j'habite à Reykjavik. Depuis un peu plus d'1 an, je tricote depuis bien 2 ans et demi je crois. Voilà, et donc je vous retrouve tous les mois, ou j'essaie de vous retrouver tous les mois, pour vous faire un petit bilan de ce que j'ai tricoté durant le mois précédent. Donc cet épisode concernera donc le bilan tricot du mois d'août 2024. Si on commence sans plus attendre, le premier objet que j'ai terminé sur ce mois d'août, c'est mon pull Trescao, qui est donc également ce que je porte. Donc je ne vais pas m'étendre forcément trop maintenant sur ce pull parce que j'en ai déjà pas mal parlé lors de mon épisode précédent. Donc si vous voulez plus de détails, vous pouvez vous référer à mon épisode précédent ou bien à ma fiche Ravelry. Donc je suis également présente sur Ravelry. Je vous mets le lien en bas dans la description, mais mon pseudo sur Ravelry, c'est Romuléa. Et je suis également présente sur Instagram. Mon pseudo, c'est le même qu'ici sur YouTube, c'est Slow Couture. Petit aparté terminé. Donc pour mon pull Trescao, donc pour vous faire un petit récap. Donc je le représente quand même, mais ça reste un modèle très connu. C'est le pull Trescao de Elong avec Anna, qui est un modèle gratuit et qui est souvent conseillé aux personnes qui souhaitent commencer à tricoter. Alors, donc, ce pull, je l'ai tricoté, donc commençons par la laine. Je ne vais pas avoir d'étiquette là sous la main, mais c'est la laine de Sandnes Garn, la Peer Gynt. C'est le coloris 2512, le coloris Almond Twigs. Donc qui est un coloris, je pense que vous voyez, mais je vais me rapprocher quand même, qui est un coloris tweedé que je trouve absolument magnifique. Vraiment, je suis hyper contente d'avoir choisi ce coloris et je pense que je retricoterai des laines tweedées parce que j'adore le rendu, vraiment, je trouve ça magnifique. Et donc cette laine, je l'avais choisie parce que c'est une laine norvégienne, non superwash. Donc pour moi, c'est vraiment ce genre de laine qui me plaît beaucoup parce que c'est de la laine, on va dire, quand même relativement locale à l'échelle européenne et qui n'est pas superwash. Je n'aime pas trop les laines superwash parce que, voilà, j'en parle dans mes vidéos précédentes, mais en gros, parce que je trouve que ça transforme trop la laine et voilà, en termes de nuisance pour l'environnement et également de manque de chaleur en quelque sorte sur la laine. Voilà, ça modifie complètement les propriétés de la laine. Donc c'est des raisons pour lesquelles je n'aime pas réellement le superwash. Voilà. Donc c'est une laine épaisseur DK, donc ce qui est recommandé pour faire ce pull, soit en DK, soit en fingering plus mohair. Donc ça se tricote en 4 mm et 3,5 mm pour l'encolure, etc. J'ai fait sur ce pull une taille 90, donc pour avoir 10 cm d'aisance positive et je suis très contente de la taille. Pour celles qui reconnaîtraient le patron, j'ai légèrement modifié au niveau de l'encolure des bas des manches et du bas du corps. J'ai modifié le point mousse qui était initialement recommandé en côte torse. Et j'ai dû faire 5 rangs de côte torse. Voilà, j'ai également modifié, comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait des manches 3/4, parce que je voulais un style un peu plus estival. Si je m'éloigne pour que vous voyez le style, voilà, j'en suis vraiment hyper contente. Le blocage a énormément fait du bien au tissu en fait une fois tricoté
il était un petit peu rigide. Je vous remettrai des vidéos que j'avais fait avant blocage, quand j'avais pas encore terminé le pull, mais j'avais quand même fait une petite vidéo que j'avais mis dans mon épisode précédent, et c'est vrai que c'était un peu tout rigide, et là ça fait un côté vraiment très fluide après blocage, c'est vraiment chouette. Donc voilà, j'en suis vraiment hyper contente. J'ai fait la longueur du corps crop telle que recommandée dans le patron. Donc voilà pour ce petit pull que je vais peut-être reprendre durant l'hiver. Peut-être que je vais rallonger les manches pour avoir des manches longues en hiver si j'ai trop froid. Je verrai. Ensuite, en autre ouvrage terminé, alors j'ai refait plein de petits scrunchies. Voilà, je me suis amusée. Donc, je vous avais déjà présenté celui-ci dans un de mes épisodes précédents. Donc ça, c'était ce que je m'étais fait pour moi. Et là, en fait, j'en ai fait d'autres, surtout pour offrir à des amis. Voilà, et parce que c'est trop bien à tricoter, en fait. Vraiment, c'est rapide et c'est satisfaisant. On peut en faire plusieurs dans la journée. Ça donne une sensation d'accomplissement rapide. Voilà, donc j'ai fait ça vraiment avec des restes. La plupart du temps, c'est des laines que je trouve en magasin de seconde main et où j'ai vraiment de très petites quantités, donc je ne sais pas forcément quoi faire avec. Et je les achète parce qu'en fait, en général, toute la laine est enfin, il y a en gros 5-6 pelotes qui sont ensemble dans des sacs et on ne peut pas acheter une pelote, mais le sac entier. Et du coup, si on voit une laine qui nous intéresse dans ce sac, on est obligé de tout prendre. Donc c'est pour ça que je me retrouve avec pas mal de petites quantités, de toutes petites bouts de pelote que je ne sais pas forcément quoi faire avec. Donc voilà, donc j'ai fait ces deux-là. Celle-là, je pense que c'est de la laine fingering, donc je l'ai tricoté en 3,5. Et ça, c'est plutôt de la DK, je pense. C'est quand même plus épaisse, je l'ai tricoté en 4. Et voilà, donc c'est très mignon. Et ça, c'était des restes... j'aime beaucoup ça, c'est en mohair tenu en triple. C'était les restes de mon pull The First Sweater par The Heave Knits, quelque chose comme ça, que je vous avais présenté dans ma toute première vidéo. Et il me restait un petit peu de reste de mohair et j'aime vraiment beaucoup le scrunchie en mohair. Ça fait un truc extrêmement léger, tout moelleux. Voilà. J'aime trop. Je vous ai même pas dit donc ce que c'était comme patron. J'ai utilisé un patron gratuit, le patron Soho Scrunchie de Toriyu, qui est vraiment très bien parce que ça permet d'adapter en fait le scrunchie en fonction de l'épaisseur de la laine que l'on a et en fonction de la taille du scrunchie que l'on veut. Et j'ai également suivi un réel sur Instagram un réel de Emma Knits pour le scrunchie en mohair. J'ai regardé ce qu'elle recommandait. Donc elle disait de tenir le mohair en triple et ça se tricote en 6 mm. Donc en fait ça va hyper vite. Et comme c'est la laine très fluffy, voilà, il n'y a pas du tout de trou ou quoi. Et donc j'ai juste suivi le réel de Emma Knits. Et pour savoir en fait le nombre de mailles et les aiguilles à prendre pour du mohair en triple, parce que c'est vrai que c'est juste la chose qui manque en fait dans le patron de Toriyu. Également, donc en fait il y a beaucoup de tutos pour faire des scrunchies en reste de laine, mais j'aime beaucoup celui de Toriyu parce que en fait ils sont vraiment, voilà, si je vous montre par exemple sur celui-ci, ils sont parfaits au niveau de la finition. En fait, on ne voit pas l'endroit où on a refermé.
C'est hyper ingénieux, c'est hyper beau, hyper bien fini. En fait, on fait un... Donc ça, je vous en avais déjà dit dans mes épisodes précédents, mais en gros, on tricote un genre de tube, voilà, à peu près, en gros, entre 5 et 10 centimètres de haut. Et ensuite, on le rabat avec l'élastique du commerce à l'intérieur. Et on vient refermer le tout autour, là, vraiment tout le long, avec un grafting. Et ça permet d'avoir un rendu absolument invisible. Voilà, donc ça j'adore. Sur le tuto sur Instagram de Emma Knits, elle a pas cette technique-là. Et en fait, tout autour, on voit là à l'endroit où elle referme, là tout autour, il y a une ligne qui est la ligne de fermeture. Où en fait elle rabat les mailles tout en cousant les deux extrémités ensemble, comme on peut faire par exemple souvent pour un col double. Et en fait, c'est vrai que c'est plus rapide, mais on voit cette ligne-là et je trouve pas ça très beau. Alors que moi, avec cette technique-là là, du grafting, c'est juste... c'est trop beau, c'est hyper satisfaisant à faire, c'est génial. Et du coup, ce que je vous disais dans ma précédente... Enfin, pas la vidéo d'avant, mais celle d'encore avant, celle où je vous parlais de ce scrunchie-là, où en fait j'avais trouvé ça quand même assez long de faire le grafting en suivant, vous savez, en faisant vraiment le Kitchener Stitch. Je trouvais ça assez long, j'avais l'impression d'avoir passé plusieurs heures juste à faire le grafting. Et en fait là j'ai en quelque sorte réfléchi à une autre méthode et qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide à faire et avec moins de risque de se tromper. En fait, jusqu'à maintenant, pour le grafting, j'utilisais donc les Kitchener Stitch. Je regardais des tutos sur YouTube. Et vous savez, il y a un genre de rythme à prendre avec une aiguille où on fait donc sur l'aiguille du bas de l'arrière vers l'avant, puis de l'avant vers l'arrière, on fait tomber une maille et en haut de l'avant vers l'arrière. Enfin, je dis n'importe quoi, c'est pas exactement ça. Mais il y a vraiment tout un rythme à suivre. Il faut faire tomber la maille à un exact moment. Et en fait, ça va bien pour des chaussettes où il n'y a pas beaucoup de mailles. Mais à partir du moment où on a 50, 60, 80 mailles, donc ce qu'il y a pour ces chouchous, moi je me souviens sur celui-là, j'arrêtais pas de me tromper, j'étais obligée de revenir en arrière pour rattraper le tir. Et c'était pas top. Et en fait, là, en quelque sorte, j'ai fait un grafting, mais de manière naturelle pour moi. C'est-à-dire que, pareil, je crois que j'avais inséré une petite vidéo de ça dans un de mes épisodes, dans un de mes podcasts, où je fais du duplicate stitch pour repriser des chaussettes. Et en fait, ce rythme-là, le duplicate stitch, on peut tout à fait l'adapter à du grafting, où en fait on vient faire comme un duplicate stitch pour refermer les deux mailles en haut et en bas, pour les coudre ensemble et que ça fasse parfaitement invisible. Et donc j'ai utilisé cette technique-là, mais de manière complètement instinctive, et ça marche hyper bien. C'est beaucoup plus rapide et il y a moins de, je trouve, par rapport au Kitchener Stitch, il y a moins de mouvements à faire, de mouvements d'aiguille. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, je passe dans dans deux mailles à la fois. Deux mailles du bas, deux mailles du haut, deux mailles du bas, deux mailles du haut. Et je trouve ça... franchement, là, j'ai fait mon grafting, mais en très peu de temps. Et je me suis jamais trompée. Et j'ai pas eu à réfléchir à regarder un tuto avant. Donc voilà, je vous ai tourné là une petite vidéo de quand j'ai fait le grafting de celui-ci. J'espère que ce sera suffisamment clair, déjà de 1 ma façon d'expliquer et de 2 avec le mohair comme ça. J'ai peur qu'on ne voit pas grand chose, donc voilà, je vous mets quand même ça à titre indicatif, on va dire. Et si ça peut vous aider si vous n'aimez pas le grafting.
Alors, je vous fais un petit tuto pour vous montrer ma façon de faire le grafting. Donc là, je suis en train de faire un chouchou en mohair et du coup, pour faire un fini propre, je fais un grafting. Donc, ce que je fais, donc là, j'ai déjà fait les trois quarts de mon grafting. Donc là, comme ma laine est en haut, je vais prendre mes mailles du bas. Donc ce que je fais, c'est que je fais toujours, en fait, avec mon aiguille, je viens prendre donc dans la maille dans laquelle j'ai déjà passé mon fil avant, je fais au-dessus et ensuite celle qui est sur mon aiguille, je fais en dessous. Et je fais tomber celle-là directement. Ensuite, on fait pareil, ici en haut, au-dessus, en dessous. Et je fais tomber ma maille. Au-dessus, en dessous. Je fais tomber ma maille. Au-dessus, en dessous. Et ouais, je trouve ça beaucoup plus rapide à faire. Et il y a beaucoup moins de risques de se tromper, je trouve, par rapport au Kitchener Stitch. Et parce qu'on a à chaque fois que 2 mailles à prendre. Et c'est toujours la même chose en fait. Au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Voilà. Une dernière petite chose à propos du tuto de Toriyu. En fait, c'est son patron, comme je disais, il est adaptable à plusieurs épaisseurs de laine. Et en fait, à chaque fois, il dit le nombre de mailles à monter pour chaque épaisseur de laine. Et en gros, c'est pour avoir à chaque fois la même circonférence. Donc, avant qu'on mette l'élastique dedans, la circonférence est de 40 cm. Et en fait, je trouve que 40 cm, c'est beaucoup trop. Ça fait en gros un scrunchie. Genre là, par exemple, j'ai monté 85 mailles, je crois, donc pour du fingering, au lieu de 94 mailles, donc 10 mailles de moins, grosso modo. Et donc j'ai déjà fait moins que ce qui était préconisé. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de plis au milieu. Celui-ci, pareil, j'avais fait à peu près ce qui était recommandé pour de la déca, j'avais fait environ 80 mailles. Et en fait, il y avait beaucoup trop de plis, mais vraiment beaucoup trop de plis. Donc du coup, je l'ai défait. J'ai défait le grafting que j'ai fait, j'ai enlevé, j'ai défait le tricot et je l'ai refait avec beaucoup moins de mailles. Là, j'ai fait 60 mailles. Ça fait quelque chose de beaucoup plus correct. Je trouve que quand il y a trop de plis, en fait, ça fait trop de plis sur la main et c'est même pas très agréable en fait. Voilà, bon, c'est juste ma préférence à moi, mais je préfère le dire si jamais vous voulez en faire et que vous aimez pas non plus quand il y a trop de plis. Ensuite, pour passer à mes ouvrages en cours, donc la dernière fois, j'étais en train de tricoter mes chaussettes mouton, qui s'appellent Counting Ships, donc chaussettes en jacquard de Charlotte Stone. Que j'ai un petit peu avancé, pas trop, mais un petit peu. La dernière fois, j'avais fait que la première rangée de moutons, et voilà où j'en suis. J'ai pas beaucoup tricoté dessus, à vrai dire. J'ai fait 3 autres rangées de moutons, et c'est tout. Mais voilà, elles sont juste hyper chou. J'aime trop. Pareil, si vous... de toute façon, je vais vous mettre une photo là du modèle initial, le modèle de Charlotte Stone. Et en fait, vous remarquerez probablement une petite différence, c'est-à-dire que en fait, j'ai un peu modifié la grille pour que les moutons
soit vraiment en quinconce. C'est-à-dire entre deux rangées, que par exemple ce mouton-là, il soit exactement au milieu de cet espace entre ces deux moutons-là. Et sur le patron initial de Charlotte Stone, c'est pas exactement le cas. Mais en gros, ce mouton-là, il est plus là, quoi. Il est plus centré par rapport à l'autre. Et en fait, j'aime pas. Je trouve que ça fait une esthétique, personnellement, qui ne me plaît pas trop. Alors que ça permet d'avoir vraiment voilà, une bonne dynamique de présence des moutons. Je sais pas si c'était très logique ce que j'ai dit. Et en fait, le seul problème avec ça, peut-être que c'est la raison pour laquelle Charlotte Stone a construit son patron comme ça d'ailleurs. Mais en fait, comme moi je tricote en Magic Loop, comme vous pouvez le voir, en fait, mon début de rang, quand je tricote parfaitement en quinconce, mon début de rang, je suis obligée de le décaler par rapport au rang d'avant. C'est-à-dire que là, on voit bien. Là, ici, ça c'est l'endroit où je débute mon rang. Enfin, bref, c'est symétrique. Donc, mon début de rang, on va dire, il est là. Et en fait, quand on regarde, c'est exactement au milieu d'un mouton pour le rang d'avant. Là, c'est bien, c'est entre deux moutons, c'est nickel. Mais là, c'est pile sur un mouton. Donc, en fait, c'est pas pratique quand on tricote en Magic Loop. Quand on tricote avec des mini circulaires, ou même avec des aiguilles double pointe, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais avec des aiguilles circulaires longues en Magic Loop, voilà, ça pose un peu de problème. Donc moi je fais ça, je décale en fait, je tricote quelques mailles en plus pour me mettre, pour décaler mon début de rang, ou je tricote quelques mailles en moins, voilà. Je me débrouille comme ça. Je peux vous montrer l'intérieur, donc comme je vous avais dit avec ma technique du ladder back, où j'avais l'impression que c'était pas très... Enfin, ça a cassé un peu le rythme du jacquard, de rajouter cette maille au milieu, entre chaque bouton, pour venir créer une autre épaisseur à l'arrière. En fait, pour la première rangée de moutons, c'est vrai que c'était pas hyper fluide, et comme je le disais, comme je le pensais, je me doutais que ça allait être plus fluide en fait aux rangées de moutons suivants, parce que j'allais prendre le rythme, j'allais savoir exactement à quel endroit passer la maille, à quel endroit me mettre les mailles pour tricoter à l'envers, etc. Et du coup, je crois que j'ai fait les 3 autres rangées vraiment dans la foulée. D'un coup, au début, je me suis dit, oh, je pense que je vais en faire une et ça va me saouler, je vais m'arrêter, je vais en faire une à la fois. Là, j'en ai fait. J'étais vraiment partie, j'en ai fait les 3 à la fois. Donc pour le ladder back, ça donne ça à l'intérieur. Voilà, donc c'est pas hyper moche. Hein. Voilà, et en termes d'élasticité, alors bon, c'est quand même pas ouf, je pense. Hein. Mais bon, ça l'est plus que si j'avais pas fait ça. Et ouais, quand même, ça va. J'en ai parlé un peu plus en détail dans ma vidéo précédente, mais si vous voulez quand même au moins un rappel des laines, alors le coloris principal, j'utilise de la Mondim, qui est de la laine à chaussettes 100% naturelle, donc qui ne contient pas de nylon et qui n'est pas superwash. Donc ça c'est vraiment le top. Ensuite j'utilise de la Fabelle de Drops, qui elle est une laine à chaussettes un peu plus conventionnelle, qui contient du nylon. Et ça c'est une laine inconnue. Voilà, fingering, c'est tout ce que je sais, mais que j'ai trouvé en magasin de seconde main, donc je ne sais pas exactement sa composition. Alors, j'ai également commencé un nouveau pull. En théorie, j'en ai même commencé 2. Et en fait, il se trouve que les 2, ce sont des test knits, donc des tricots que je fais en test, des pulls que je fais en test. Il se trouve que je m'étais plus ou moins engagée depuis quelques semaines, on va dire, pour faire des pulls en test pour 2 designeuses dont j'aime particulièrement le travail. Et il se trouve que les 2 tests sont tombés au même moment, et avec la date limite au même moment. Les 2, c'est pour le 1er novembre. Donc voilà, donc j'ai pas beaucoup de temps pour faire 2 pulls.
Je suis assez confiante, je pense que je commence à tricoter quand même un peu plus rapidement, même si c'est absolument pas mon objectif de tricoter vite. Je commence à tricoter quand même un peu plus rapidement qu'au début et je pense que voilà, 2 pulls en 2 mois et demi, je pense que c'est faisable. Donc j'en ai commencé un. Donc il y en a un, c'est un pull islandais, vraiment un pull islandais classique. Je vous mets la photo là. C'est une designeuse islandaise, donc qui s'appelle Raquel, qui sur Instagram s'appelle Knitter from Iceland. Allez voir ce qu'elle fait parce que elle sort vraiment beaucoup de patrons de pulls et rien que pour la beauté des pulls islandais et des combos de couleurs et tout, c'est vraiment hyper beau. Donc elle sort pas mal de patrons de pulls et donc j'adore son travail et ça fait longtemps que je lui dis que j'aimerais bien tester pour elle. Et voilà, et elle en avait sorti un modèle que j'avais vraiment beaucoup aimé et voilà. Donc je me suis lancée dans le test knit. Donc donc comme vous pouvez voir sur la photo, vraiment un pull islandais. Donc quand on dit pull islandais, c'est tricoté en laine islandaise. Normalement, bon après tout le monde, enfin les personnes font ce qu'elles veulent. Mais pas trop la laine très rustique et la laine islandaise. Vous pouvez tricoter avec autre chose. Et c'est un pull qui a vraiment, qui a un pull en yoke avec du jacquard ici là dans tout le haut et qui est en général une partie de jacquard rappelée en bas des manches et en bas du pull. Donc son pull, son modèle en tout cas, elle l'a fait avec de la platulopie tenue en double. Moi, c'est une laine que j'adore. Mon premier pull islandais, je l'avais tricoté comme ça. Mais ça peut aussi s'adapter en fait avec de la latlopie. Et donc moi, bien que en général je préfère tricoter avec de la platulopie, j'ai voulu tester en fait la latlopie parce que j'avais jamais tricoté avec. Et donc j'ai acheté la latlopie. Donc petit rappel, donc ça c'est de la platulopie. C'est de la laine non filée. Comme ça. Donc ça se présente en galette. Alors que la latlopie, ça se présente en pelote. C'est la laine qui est, donc je pense qu'on pourrait considérer ça comme de la single. C'est la laine qui est très légèrement retordue, mais qui est quand même retordue. J'ai pas mal hésité sur mon combo de couleurs à utiliser pour mon pull. Et je me suis inspirée d'un compte Instagram dont je vous mettrai le nom là, quelque part. C'est une fille qui fait beaucoup de pulls islandais, notamment, du moins d'inspiration islandaise. Et elle choisit toujours des très beaux combos de couleurs et en fait elle en fait vraiment beaucoup et ça permet d'avoir des idées de combos de couleurs. Donc ça c'est la petite astuce si vous êtes comme moi à pas trop savoir. En général j'aime pas trop copier exactement un pull. Là j'ai juste copié les couleurs. Donc on va dire que c'est à moitié inspiré, à moitié copié, juste de l'inspiration. Donc j'ai choisi ces couleurs là qui sont très automnales. Voilà, donc ça va être parfait vu que je vais le terminer en plein automne. Et voilà, j'ai fait les deux premières, j'ai fait les manches, il n'y a que deux de toute façon. J'ai fait les manches, donc voilà le rendu que donnent ces laines-là ensemble. Voilà, j'aime vraiment bien, j'ai hâte de voir ensuite le pull tricoté et notamment au niveau du yoke ce que ça va donner. Les pulls islandais, ça a une construction donc, du bas vers le haut. C'est vrai que la plupart on est souvent habitué en fait au pull en top down, donc ça c'est un bottom up. Et les bottom up se font, en tout cas les pulls islandais, ça se fait où en fait on tricote la manche, donc du bas vers le haut. On tricote deux manches, donc en faisant des augmentations régulières, et c'est pas comme en top down où on fait des diminutions régulières.
là j'ai les deux. On fait les deux manches. Et ensuite, on va faire le pull également du bas vers le haut. Et quand on arrivera au niveau de l'emmanchure, voilà, dessous les bras, eh bien, on assemblera les deux manches avec le pull. En fait, on tricotera et je sais pas trop comment expliquer, mais en fait, on tricote et on vient tricoter avec d'abord la manche, ensuite on tricote avec le pull, ensuite on assemble la deuxième manche tout en tricotant. Et voilà, et c'est comme ça qu'en fait on vient assembler l'ensemble. Alors, il y a plein de... Enfin, je sais que c'est quand même quelque chose qui est assez connu dans le monde du tricot, que les personnes préfèrent tricoter en top-down plutôt qu'en bottom-up. Je pense que moi aussi, je préfère parce que ça permet d'essayer au fur et à mesure, plus facilement qu'en bottom-up. Mais je vois quand même quelques avantages à ça. Alors déjà, tout d'abord, parmi le groupe de testeuses, il y en a un qui le tricote en bottom-up. Donc en fait, si vous êtes bon en tricot, je pense qu'il n'y a absolument pas de problème pour transformer un pull, enfin surtout un pull islandais. Il suffit juste de lire la grille de jacquard à l'envers. Au lieu de la commencer du bas vers le haut, on la commence du haut vers le bas. Et quand ils disent de faire des diminutions, on fait des augmentations. Je pense que c'est vraiment largement faisable. Donc si vraiment c'est quelque chose qui vous bloque, vous pouvez faire ça. Donc moi finalement j'ai trouvé plusieurs avantages au bottom-up. La dernière fois je regardais un podcast de Yarn Flakes, donc Audrey Borrego, qui parlait de ça justement, qui disait que elle montrait un de ses t-shirts qu'elle avait sorti, qui était en bottom-up, un t-shirt tout texturé, et elle expliquait qu'en fait, surtout au niveau de l'encolure, c'est plus facile de tricoter ça du bas vers le haut, et plutôt que du haut vers le bas. C'est plus facile finalement quand on tricote de la texture. Et ensuite, son avantage qui est non négligeable, c'est qu'en fait, elle disait que c'est très intéressant de tricoter un pull texturé en bottom-up parce que comment dire, on apprend un peu à gérer la texture, on se met en tête, on s'entraîne à faire toute la texture comme ça du bas, sur quelque chose qui est droit, sur un pull vraiment tout droit, où il n'y a pas de diminution, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de maille à mettre en attente, il n'y a rien. Donc c'est plus... Voilà, on a le temps en fait de prendre tout ça en main et d'apprivoiser le patron et la texture. Et ensuite, comme ça, quand on arrive à la partie là où c'est un peu compliqué, il y avait un décolleté, et donc en fait quand on arrive à cette partie-là où c'est un peu plus technique, et ben au moins on gère déjà le pattern de la texture, et on peut se concentrer uniquement sur les choses plus compliquées à faire. Donc ça, c'est vrai que c'était vraiment pas mal comme approche pour dire que bah oui, le bottom-up, ça peut être bien aussi. Et moi, j'ai pensé aussi à quelque chose, par exemple pour les pulls islandais. Si par exemple vous utilisez de la plötulopi tenue en double, la plötulopi, elle est quand même... Enfin, moi personnellement, j'ai aucun problème de tricoter avec, et vraiment, j'aime beaucoup. Mais ça peut un peu... Attendez, je cherche le bout. Ça peut être un petit peu tricky pour les personnes qui ne savent pas, enfin qui n'ont jamais utilisé cette laine-là, parce qu'en fait, si on tire trop dessus, elle se casse en fait. Donc voilà, faut réussir à tricoter avec, pas mettre trop de tension dessus, tricoter pas trop serré, etc. Et en fait, je me dis, si vous arrivez directement du haut vers le bas, et que vous avez non seulement la plötulopi à apprivoiser et le jacquard à faire, ça fait peut-être beaucoup et ça peut un peu décourager. Alors que là, au moins, du bas vers le haut, vous avez toute la partie du corps et des manches, où vous pouvez vraiment
apprendre à tricoter la pleutulopie, gérer la tension, etc. Et comme ça, quand vous arrivez au jacquard, vous êtes plus serein parce que vous connaissez déjà, vous savez déjà comment la pleutulopie se gère et vous pouvez vous lancer dans le jacquard avec déjà l'esprit tranquille au niveau de la laine. Voilà. Et ensuite, autre avantage que j'ai trouvé au bottom-up, spécifiquement pour les pulls islandais, c'est que en fait, il y a pas mal de personnes qui aiment bien le jacquard et tout ça. Donc ils font par exemple un pull en top down, ils font le jacquard et tout, et ensuite quand ils ont fini la partie jacquard, et ben, d'un coup ça les décourage de faire toute la merde de jersey sur le corps et les manches, et du coup le truc il reste en attente jusqu'à ce que la personne soit motivée à tricoter le jersey. Et ben là c'est l'inverse. On tricote parce qu'on a hâte d'arriver à la partie en jacquard, donc on tricote à fond et on garde le meilleur pour la fin. Voilà, donc ça j'ai trouvé cet avantage, cet argument vraiment pas mal. Et également une petite chose aussi que je voudrais préciser, parce qu'il y a plein de gens qui sont très très découragés par le bottom-up parce qu'ils ont peur de mal gérer la hauteur. Alors déjà, il suffit de regarder par rapport à un pull que vous avez déjà. Et ensuite, si c'est vraiment quelque chose qui vous gêne, il y a une technique toute simple qui consiste à faire un montage provisoire. Et en fait, vous faites votre montage provisoire au milieu du corps, vous tricotez sans vous soucier de la longueur. Et ensuite, une fois que tout le pull est fini, vous essayez, ou vous pouvez faire pareil sur les manches aussi, vous essayez le pull et comme ça vous avez tout le bas à dérouler en jersey avec la possibilité d'essayer le pull au fur et à mesure et pour voir quelle est la longueur qui vous convient. Et le montage provisoire au crochet, c'est vraiment pas compliqué du tout quoi. Et d'ailleurs ces petits chouchous là, le patron de Toriyu, en fait, c'est un montage provisoire qui est fait pour pouvoir faire le grafting à la fin. Et elle dit justement que c'est une bonne façon de s'entraîner sur du montage provisoire avant de faire ça sur un projet plus compliqué type un pull. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur ce pull-là, parce que bon, j'ai pas fait grand-chose. Mais je sens que ça va être beau. Ensuite, le deuxième pull en test que j'ai, c'est un nouveau modèle de Clara Pushing. Si vous avez suivi mes épisodes de podcast précédents, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises de cette designeuse. J'avais déjà fait un premier test pour elle, c'était le premier test que je faisais en tricot. Je vous remettrai la photo là, mais c'est le Ruska Pullover qui est un pull avec une construction très particulière avec des torsades sur les bras, le yoke et l'autre bras. Et le Ruska Pullover, c'était un pull un peu plus type blues. Il avait des manches 3/4, il était assez crop et pareil en couleur légèrement dégagée. Et en fait, elle a voulu faire la version hiver de ce Ruska Pullover, et donc c'est le Ensilumi Sweater, le pull Ensilumi, qui aura vraiment le même design de torsade sur les manches et le yoke, et il aura des petites modifications, des petits ajustements, notamment déjà prévus pour avoir des manches bien longues, et vraiment des poignets et une encolure en côte bien douillée, doublée, voilà, pour être bien chaud. Par rapport au Ruska Pullover, il y aura des épaules avec des rangs raccourcis pour un peu plus suivre la courbe de l'épaule, et parce que l'autre avait plus une forme boxy, qui moi me dérangeait absolument pas, mais là on va dire il est un peu plus travaillé au niveau des épaules. Et également, ce pull aura des poches. J'aime vraiment beaucoup le concept. Donc là, je ne l'ai pas encore commencé. J'ai acheté la laine, mais j'hésite encore un petit peu.
Donc vous allez m'aider, écoutez. Alors, ce pull-là, je veux le faire en Pleutulopi parce que c'est un pull qui se tricote quand même en aiguille 5 mm. L'échantillon est de 16 mailles, je ne sais plus combien en rang, mais ce qui m'importe toujours, voilà, c'est le nombre de mailles, 16 mailles. C'est exactement l'échantillon que j'obtiens quand je tricote de la Pleutulopi en double en 5 mm. Donc c'est génial, surtout que j'adore cette laine. Donc j'ai envie de me faire un pull hivernal blanc cassé, un peu comme celui-ci, mais vraiment en gros pull douillet. Et donc, en gros, j'étais partie sur de la Pleutulopi, donc comme je vous ai dit. En gros, j'ai commencé à acheter ça. Alors je suis désolée, en fait, la luminosité est pourrie, je sais pas trop comment je vais faire. J'ai peur que ça donne rien. Mon appareil photo éclaircit pas mal l'image, mais c'est pas ouf. Je vais essayer en mettant de la lumière. Bon, on va rester comme ça. J'espère que ça va le faire. Sinon, je retournerai cette vidéo un autre soir. Bon, bref. Du coup, je disais, j'avais acheté de la Pleutulopi. Donc comme ça. Et en fait, ça, c'est le coloris qui s'appelle beige ivoire, je crois. En fait, il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a soit du blanc, vraiment blanc, et j'ai un petit bout de blanc qui me reste là. Soit du blanc, soit du beige ivoire, soit du beige clair, qui est la couleur de mon premier pull islandais, et qui est trop foncé par rapport à ce que je voulais. Donc là, je sais pas si les deux ensemble, vous verrez quelque chose. Mais en fait, au début, je me suis dit que le blanc, donc celui-ci, il me plaisait pas trop parce qu'en fait, j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de variation dans la couleur et que ce soit une couleur vraiment trop pleine et que ça me plaise pas. Et ensuite, je suis pas hyper fan du blanc, genre blanc pur. Et donc, c'est la raison pour laquelle je m'étais dirigée vers le beige ivoire. Le souci, c'est qu'en fait, je suis arrivée, j'ai acheté ça et je suis arrivée à la maison et en fait, j'ai trouvé ça trop beige. Et par rapport à mon pull, c'est vraiment difficile de rendre les différentes nuances de blanc et de beige en caméra, surtout avec cette luminosité. Je pense que c'est quand même plus beige que mon pull actuel. Et voilà. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits échantillons. J'ai eu l'idée de mixer, en fait, parce que la Pleutulopi, je la tiens en double. Et donc j'ai eu l'idée de mixer un brin de ce beige ivoire avec un brin du blanc. Et je suis plutôt satisfaite. Donc voilà mon échantillon. Alors je vais vous remettre, je pense que je tournerai des images, juste des échantillons en plein jour pour que vous vous rendiez plus compte de la réalité des couleurs. Mais en gros, alors oui, j'ai mis des aiguilles double pointe parce que c'était plus simple pour montrer, ça n'arrêtait pas de rouler sinon. Donc là, en haut, ça c'est donc c'est mon beige ivoire pur, donc 2 brins de beige ivoire. Ensuite, ici, c'est 2 brins de blanc. Et là, entre les deux, c'est un brin de beige ivoire et un brin de blanc. Et je trouve que c'est vraiment pas mal, ce mélange des deux. C'est-à-dire que le blanc permet d'éclaircir et de rendre un peu plus lumineux, voilà, c'est ça. Le beige, qui est un peu terne, là, ça le rend plus lumineux. Et on garde ce mélange, ce côté un peu chiné, de par déjà le fait qu'il y a 2 laines différentes, 2 teintes différentes. Et ensuite, parce que cette laine... là, on voit ici là, que la beige ivoire, elle est vachement...
Elle est vachement nuancée. Donc voilà, donc là il y a plein de mélanges de couleurs, mais tout en gardant un effet chiné très subtil qui ne gênera pas sur les torsades. Et ça c'est le blanc, et là on voit bien que le blanc, il n'y a pas de nuance dans ce blanc. Il est trop plein, il est trop... Voilà, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de profondeur en fait. Et puis en plus c'est un peu trop clair. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça pas mal, non? Ce mélange de couleurs. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Bon, après, je suis d'accord que c'est surtout une question de goût. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont préférer avoir un pull beige, d'autres qui vont préférer avoir un pull blanc. Certes, mais voilà, dites-moi si vous trouvez ça bizarre, le mélange des laines, ou si ça pourrait bien le faire. Voilà, donc écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire dans cet épisode. Je pense que j'ai fait le tour. Merci d'avoir regardé jusque-là. J'espère que cet épisode vous a plu. Et on se retrouve donc début octobre pour faire un petit bilan de ce que j'aurai tricoté au mois de septembre avec mes avancées, notamment sur mes 2 pulls en test. Voir si je vais réussir à tenir les délais ou pas. Voilà, en attendant, tricotez bien, portez-vous bien et profitez bien de l'automne. Salut!